Merci d'avoir accepté l'invitation sur le thème de la santé, plus particulièrement sur le trafic de faux médicaments. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Khadija pour des questions à vous poser, tout comme moi d'ailleurs. Merci, Sylvain. Oui, merci Fatou Bientou. Bonjour. Oui, j'avais des questions par rapport en fait à la circulation de faux médicaments au Sénégal. Voilà, je voulais vous demander du coup, à votre avis, pourquoi il y en a autant qui circulent, surtout lorsqu'on sait qu'ils peuvent coûter jusqu'à 3 fois plus cher que ceux qu'on peut trouver en pharmacie. À votre avis, pourquoi les gens ils se tournent vers les faux médicaments? Très bien, bon ben, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par vous remercier pour cette invitation qui me donne l'opportunité d'aborder un sujet d'une importance capitale concernant la circulation et le trafic des faux médicaments. Donc, je profite de l'occasion pour saluer mon ami et frère Khalid Gueye et que je félicite pour ses émissions au niveau des news internationales. Donc, c'est toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Je commencerai déjà par dire que le trafic et la circulation des faux médicaments constituent en fait un véritable fléau mondial, et surtout particulièrement pour les pays sous-développés comme les pays africains. Il faut savoir que ce trafic rapporte environ 200 milliards de dollars aux trafiquants. Donc, c'est une véritable manne financière. Ça explique un peu pourquoi c'est si développé. Il est responsable d'une forte mortalité. Donc, ça aussi, il ne faut pas l'ignorer. C'est un trafic qui gangrène tout le continent africain. Donc, puisque c'est de l'Afrique qu'il s'agit aujourd'hui, donc nous parlerons essentiellement des pays africains qui paient une lourde tribut à ce phénomène-là. Et là, par exemple, selon l'OMS, il faut savoir qu'un médicament sur 10 est une contrefaçon. Donc, c'est ça, c'est les estimations de l'OMS. Dans le monde, un médicament sur 10. Alors, il peut s'agir soit d'un médicament qui est mal dosé, ou alors qui contient une toute autre substance que ce qui est marqué. Donc, la provenance de ces faux médicaments, c'est essentiellement en Asie, le plus souvent en Chine, en Inde, au Pakistan. Ils sont fabriqués dans des laboratoires de fortune, très généralement, à l'autre bout du monde, parfois dans des sous-sols des banlieues des grandes villes, mais toujours dans des conditions sanitaires déplorables. Donc, c'est ça qui fait un peu la particularité de ce trafic de faux médicaments. Il faut noter que, bon, ce trafic fait l'objet parfois de saisies, et 42% plutôt, des saisies se font en Afrique. Donc, c'est pour vous montrer que l'Afrique est une destination phare de ces faux médicaments. Et ça, c'est favorisé par, bien évidemment, la pauvreté, ensuite la faiblesse des systèmes de santé au niveau africain. C'est ça qui explique que l'Afrique soit une destination privilégiée de ces trafics de faux médicaments. Et enfin, ce qui fait une des gravités potentielles encore de ce problème, c'est que ça attire, c'est un marché lucratif qui attire beaucoup d'organisations criminelles et qui contribue de plus en plus au financement du terrorisme. Donc ça, il ne faut pas l'ignorer. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point ce sujet est éminemment important. Le trafic de faux médicaments devient de plus en plus fréquent, de plus en plus récurrent. Maintenant, moi, je voulais savoir, d'après vous, comment est-ce qu'on peut sécuriser les flux d'import et d'export? Alors, donc là, en restant d'abord toujours sur les généralités, parce que c'est pour bien camper le débat. Il faut d'abord savoir, parce que ça aussi c'est destiné au public, parce que c'est le public, c'est les populations qui achètent ces médicaments. Il faut savoir qu'un médicament contrefait, c'est tout sauf un médicament. Même s'il a la couleur du médicament, il a la forme du médicament, au mieux, on peut avoir affaire à ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire que à l'intérieur, il n'y a rien. Il n'y a rien qui soit efficace, mais aussi il n'y a rien qui soit nocif. Donc c'est un placebo, voilà. Ça c'est au mieux. Par contre, au pire, on peut trouver à l'intérieur diverses substances chimiques qui peuvent être potentiellement dangereuses. Donc c'est ça le problème. Et là, par exemple, en Afrique, toujours, selon les estimations de l'OMS, 200 000 décès dus au paludisme pourraient être évités dans les pays africains
si les patients étaient traités avec de vrais médicaments. Donc ça, déjà, ça vous donne une idée. Tous les médicaments qu'on utilise pour traiter le paludisme, en réalité, ce n'est pas tous des bons médicaments. Hein. Vous imaginez? Donc, toute cette mortalité qu'on impute au paludisme, alors qu'il y a une bonne part qui est due au fait qu'on pense traiter, mais en fait, on ne traite pas. C'est ça le problème. Parce que le malade qui prend ce médicament, eh ben, il pense qu'il prend quelque chose d'efficace, mais en réalité, il ne prend pas quelque chose d'efficace, il se sent protégé, il n'est pas protégé. Voilà. Excusez-moi, monsieur. Du coup, vous voulez dire même les médicaments prescrits par les médecins, ils peuvent être portés préjudice au malade? Mais absolument, absolument, parce que vous pensez que ce que vous prenez là, c'est un médicament qui est efficace, mais alors que ce n'est pas du tout un médicament efficace. Au contraire, même, ça peut être même parfois très, très, très dangereux. C'est ça le problème. C'est ça le problème, parce que vous, en tant que malade, vous avez des comprimés, vous avez de la poudre, vous avez des injections, il y a toutes les formes d'un médicament normal. Mais le problème, c'est que dans un médicament, il y a ce qu'on appelle le principe actif. C'est la substance qui est responsable de l'efficacité du traitement. Alors, ce principe actif, il doit avoir des proportions bien déterminées pour pouvoir être efficace, donc en termes de dose, de dosage, etc. Mais le médicament qui est contrefait ne répond pas à ces normes-là. Donc là, je vais vous dire, il faut qu'on fasse un parallèle entre les médicaments authentiques et les faux médicaments. Alors, les médicaments authentiques, ils passent dans une filière où il y a des laboratoires qui vérifient en particulier 3 éléments qui sont fondamentaux. D'abord, l'efficacité. Il faut que le médicament soit efficace pour ceux pour lesquels il est censé être un traitement. Ensuite, il faut une sécurité. Il faut que ce soit sûr. Il ne faut pas que ce médicament entraîne des problèmes. Et enfin, son innocuité. Il ne faut pas que ça génère, parce qu'on ne peut pas traiter quelque chose et entraîner une autre pathologie qui est beaucoup plus grave. Donc, ces 3 éléments-là, les médicaments qui entrent dans la filière normale sont passés au crible dans cette filière-là. Mais par contre, le trafic de faux médicaments, il ne passe pas par là. Donc, il n'y a aucune vérification, il n'y a aucun laboratoire qui vérifie ça. Donc, vous imaginez déjà les risques qu'il y a. Et là, à titre d'exemple, vous connaissez tous Pfizer, hein, donc le laboratoire Pfizer, on en a tellement parlé là avec les vaccins, cette grande firme pharmaceutique internationale, ils ont un laboratoire qui vérifie les faux médicaments. Alors, c'est un laboratoire qui teste des faux médicaments qui sont venus de tout le continent européen et africain. Alors, ils retrouvent quand même que dans ces médicaments, dans ces faux médicaments, tenez-vous bien, hein, les substances qu'ils trouvent dans ces médicaments, ils trouvent de l'arsenic. Vous imaginez l'arsenic? C'est un poison, l'arsenic. Ils trouvent ce qu'on appelle le morora, là. Le morora, c'est des substances là qui sont des pesticides, des pesticides, des raticides là pour tuer les rats, tout ça. Ils trouvent ça dans les médicaments. Ils trouvent des amphétamines. Ils trouvent de l'acide borique. Ils trouvent même de l'encre d'imprimante. Mais figurez-vous, de l'encre d'imprimante, des poussières de briques, du cirage. Donc, en gros, c'est du tout et du n'importe quoi qu'on retrouve dans ces médicaments-là. Sans oublier les nombreux solvants toxiques. Donc, vous imaginez. Et parce que, donc, ça, c'est un gros problème. Donc, les conditions dans lesquelles ils sont fabriqués, ils n'offrent pas toutes ces garanties. Et donc, ces trafiquants, ils n'en ont plus. L'essentiel, c'est parce que vous imaginez, je vous avais parlé de 200 milliards de dollars. C'est ça que ça donne, ce trafic-là. Donc, c'est un business qui est très, très lucratif. Voilà, en fait, y a-t-il des médicaments qu'on ne peut pas trafiquer d'aucune manière? Est-ce qu'il en existe? Alors, il faut savoir que ces trafics-là, ils peuvent toucher tous les types de médicaments. Tous les types de médicaments peuvent être touchés. Hein. Donc, il n'y a pas un seul médicament qui soit vraiment à l'abri. Hein. Alors, que ce soit des comprimés, que ce soit des médicaments injectables, même les vaccins qui font actuellement l'actualité, ils ne sont pas à l'abri. Hein, ils sont pas à l'abri. Vous avez entendu déjà récemment en Chine, il y avait comment s'appelle encore là, une filière de contrefaçon de vaccins qui a été démantelée. Donc vous imaginez.
avec nous, nos pauvres pays africains qui n'avons pas les moyens de contrôler tout ça, tous ces éléments-là peuvent entrer chez nous, donc facilement. Donc, pour vous répondre, il n'y a pas de médicament qui soit à l'abri de la contrefaçon sanitaire. Oui, excusez-moi, du coup j'avais une question. Ça veut dire qu'au Sénégal, il n'y a aucune autorité qui régule les entrées de médicaments? Alors, au Sénégal, comme dans tous les pays du monde, il y a des instances officielles pour vérifier les médicaments, ce qu'on appelle le laboratoire de contrôle des médicaments. Ça existe au Sénégal, ça existe dans tous les pays, le laboratoire de contrôle des médicaments. Donc, si vous faites entrer des médicaments dans le pays, ils prennent des échantillons qu'ils vont analyser au laboratoire. Vous allez dire que ce médicament-là, c'est du paracétamol. Ils vont vérifier si réellement il y a du paracétamol dedans. Donc ça, c'est la première chose à vérifier. Ensuite, ils vont vérifier le dosage du paracétamol parce que sur la boîte, vous affirmez que dans chaque comprimé, il y a 1 gramme de paracétamol, par exemple. Il faut qu'ils quantifient. Et si dans un comprimé, au lieu d'avoir 1 gramme, vous avez 100 mg de comprimé, vous imaginez les conséquences. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure pour vous dire la gravité. Donc, ils vont vérifier ça d'abord. Est-ce que c'est le bon médicament qui est là-dedans, le principe actif? Ensuite, un médicament, il n'y a pas que le principe actif. Il y a ce qu'on appelle des excipients. Donc, ce qui constitue l'ensemble du médicament. Ces excipients-là, il faut qu'ils les testent, etc. Donc, ça, c'est le rôle du laboratoire de contrôle du médicament. Après, maintenant, il y a les instances qui délivrent ce qu'on appelle les autorisations de mise sur le marché. Alors, c'est pas parce que quelqu'un a inventé un médicament, a fait des découvertes quelque part que, voilà, on va le faire entrer dans le pays et le commercialiser. Non, non. Il y a des instances. Donc, une instance qu'on appelle, le processus de mise sur le marché qui donne l'autorisation pour dire que maintenant, en fait, on vous donne le ticket vert, le ticket qui vous permet d'être commercialisé dans le pays. Donc, excusez-moi, vous pensez que ces instances, elles font un bon boulot? Ben oui, non, le problème, c'est que ces instances-là, elles sont court-circuitées, justement, parce que le trafic de faux médicaments, il faut voir la douane, il faut voir au niveau de la douane, le travail qu'a la douane pour intercepter tous ces gens-là qui entrent avec nos frontières qui sont poreuses, là, etc. et tout. Donc, ça ne passe pas par les circuits officiels et légaux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Alors, ce trafic-là, il allie non seulement ce trafic illicite, mais également le risque d'avoir des médicaments dans lesquels il y a toutes sortes de poisons qui peuvent être les plus dangereux que les autres. C'est ça le problème. Et en quoi ce trafic de faux médicaments impacte les pharmacies et les hôpitaux? Mais bien évidemment, parce que bon, les pharmaciens qui se ravitaillent sur les circuits normaux, ils paient des taxes, etc. Et tout, ils sont régulièrement installés, etc. et tout. Ces gens-là, ça leur porte quand même, c'est une concurrence déloyale déjà, et puis ça va bientôt les mettre en faillite. Si vous voulez, ils vendent la boîte de paracétamol, qui est en bonne et due forme, dans des conditions de conservation, de sécurité, etc. et tout. Les dates de péremption sont respectées, etc. et tout. Donc, il y a toute la sécurité et tout. Alors, ils vous le vendent, par exemple, à 500 francs. Alors, l'autre médicament, donc, qui ne passe pas par tous ces circuits-là, qui ne paye aucune taxe, etc. et tout, vous allez l'acheter dans le marché parallèle, le marché noir, par exemple, à 100 francs ou 200 francs l'unité. Les gens, par manque d'information, la pauvreté aidant, vont avoir plus tendance à aller se ravitailler dans ce marché parallèle-là. Mais donc, c'est pour ça qu'il faut les sensibiliser sur les dangers auxquels ils font face en se ravitaillant. Parce que bon, c'est pour des raisons économiques que les gens ils vont aller là-bas, pour des raisons de pauvreté. Mais, et par parfaite ignorance de tous ces problèmes-là que je suis en train de soulever. C'est pour ça que quand on les éveille sur ces problèmes-là, ils vont dire, oh là là, en voulant économiser par exemple 200 francs, 500 francs, 1000 francs, je me retrouve avec une pathologie qui va me coûter même la vie. Vous comprenez? Donc ça, c'est un problème important. Donc tout à l'heure, là, je parlais des conséquences du sous-dosage des principes actifs dans les médicaments. Prenons le cas des antibiotiques. Les antibiotiques sont des médicaments qui sont destinés à traiter les infections, à combattre les bactéries. Si par exemple, dans un médicament, on vous dit par exemple que ce médicament, il contient par exemple 1 gramme de principe actif. Le médecin, il prescrit que vous devez prendre 1 gramme 3 fois par jour. Vous devez prendre 3 comprimés par jour, matin, midi, soir.
Alors que vous avez acheté un médicament dans lequel il est marqué le nom du médicament, mais en réalité, au lieu que chaque comprimé contienne 1 gramme, il va contenir 200 milligrammes. Donc, largement en deçà de la quantité que le médecin vous a prescrit. Donc, vous prenez vos 3 comprimés par jour, vous pensez avoir pris la dose qui est nécessaire pour traiter votre infection, mais vous êtes largement sous-dosé. Et ça favorise un grand problème énorme en matière d'antibiothérapie, c'est la résistance des bactéries. Parce qu'une bactérie, s'il faut la combattre avec 1 gramme, vous venez avec 200 milligrammes, écoute, c'est ça qui favorise la résistance. Et donc, à la longue, on va être amené à être confronté à des bactéries, des virus, des trucs qui seront résistants à l'arsenal thérapeutique dont on dispose. Donc, on n'aura plus les moyens pour traiter ces infections. Donc, vous voyez là où ça peut mener. Excusez-moi, je voulais vous demander comment une personne lambda elle peut reconnaître des faux médicaments. Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce qu'il faut regarder, comme vous avez dit, le pourcentage de dosage comment une personne lambda elle peut savoir que c'est des faux médicaments? Une personne lambda ne pourra jamais faire ça. La seule chose, c'est d'aller se ravitailler dans le circuit officiel, là où on est sûr et certain que c'est ça qui est officiel. Les laboratoires ont testé ce que vous êtes en train de prendre. Vous n'êtes pas en train de prendre quelque chose qui peut être nocif pour vous. C'est ça le problème. Vous allez en pharmacie d'officine. Les pharmacies d'officine, les médicaments qui sont là-bas, ils sont passés par les circuits officiels. Ils ont été vérifiés, etc. Mais si vous allez acheter un médicament à Kesselimbi, bon, par exemple, parce que c'est le cas le plus connu au Sénégal, mais est-ce que vous savez que même le médicament, il peut être bon, il peut avoir le même dosage. Mais le problème, c'est les conditions de conservation. Vous savez dans quelles conditions ils sont conservés? Le médicament, il va être conservé dans des conditions de température qui sont bien précises, dans des conditions d'humidité bien précises, etc. Et tout. Donc, il y a tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Ensuite, qu'est-ce qui vous garantit que la date de péremption n'a pas été falsifiée, etc. Et tout. Donc, vous voyez, c'est ça le problème. Donc, encore une fois, il faut sensibiliser les populations, leur dire que acheter un médicament dans la rue, un médicament dans le marché parallèle, dans le marché noir, c'est mettre sa vie en danger, pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer. Maintenant, comment on va s'en rendre compte? Alors, vous pouvez avoir une pathologie qu'on appelle des pathologies à évolution lente. Par exemple, un diabète, c'est pas quelque chose qui évolue comme ça brutalement. Donc, c'est une maladie chronique comme ça. Vous pouvez avoir un cancer, donc qui évolue comme ça de façon lente. Donc, en prenant des médicaments qui sont les faux médicaments, par exemple, prenons le cas de la cancérologie, les médicaments du cancer, vous croyez prendre les médicaments qui soignent votre cancer, mais qui n'ont aucune efficacité sur votre cancer. Donc, qu'est-ce que ça peut entraîner? Ça peut entraîner une aggravation progressive de votre pathologie. Alors que vous prenez des médicaments qui sont censés ralentir la progression de votre cancer. Alors, votre cancer va flamber. C'est pareil pour les affections graves comme les troubles cardiovasculaires. Vous avez un problème cardiaque, etc. Et tout. Vous pensez prendre des médicaments qui protègent votre cœur, alors que il n'y a rien du tout, c'est pas du tout le médicament qui est censé protéger votre cœur, mais vous allez faire une complication aiguë, une crise cardiaque brutale, vous allez mourir. Alors que vous étiez censé prendre des médicaments qui protègent votre cœur. Donc vous voyez, c'est tout, il n'y a que des effets néfastes dans ce trafic de faux médicaments. Et parlons de sensibilisation. Que devrait-il être la bonne méthode, la bonne communication à adopter pour sensibiliser ces gens-là par rapport à ce danger? Mais tout à fait. Donc, ça aussi, je pense que là, vous avez un rôle extrêmement important à jouer là-dessus. Donc, les médias doivent être mis en contribution là-dessus. La deuxième chose, c'est que les autorités aussi ont un rôle à jouer là-dessus. Bon, les pharmaciens, ils se sont organisés en syndicat. Moi, j'ai des amis pharmaciens au Sénégal. Il y a un grand syndicat des pharmaciens, mais ils n'arrêtent pas de combattre ce fléau-là. Mais le problème, c'est que pour combattre ce fléau-là, il y a une partie qui relève de l'autorité étatique. Il faut que force puisse rester à la loi. Comment voulez-vous, au Sénégal, on est un cancer au cœur de la capitale sénégalaise, à Dakar, Keur-Serimbi, sur l'avenue Blaise Diagne, connu de tous, c'est un secret de polichinelle. D'accord? Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Les gens vont aller là-bas se ravitailler en médicaments. Et là-bas, c'est la plaque tournante du trafic illicite de faux médicaments. La deuxième chose,
C'est là-bas aussi où il y a un trafic illicite de vrais médicaments, mais destinés au système hospitalier, qui sont détournés. Donc, il y a un détournement d'objectifs. Vous allez là-bas, vous allez trouver. Est-ce que vous savez qu'il y a des produits, que ce soit des médicaments ou même d'autres produits médicaux, qui sont à usage hospitalier exclusif? Vous ne pouvez pas les trouver en pharmacie. Ce n'est pas les pharmacies qui les vendent. C'est des médicaments qu'on ne doit trouver qu'à l'hôpital. Eh bien, vous allez les trouver là-bas. Du matériel, parce qu'il n'y a pas que les médicaments. Hein. Quand on dit médicaments, c'est un terme global. Ce n'est pas simplement les comprimés, ceux qui sont censés, mais tout ce qui est dispositifs médicaux. Les cathéters, les bouteilles de perfusion, les trucs, tout ça, le matériel opératoire, du bloc opératoire, etc. Mais vous allez là-bas, vous allez trouver du matériel comme ça, authentique. Authentique. Parce qu'il y a un détournement d'objectifs. Et ça, c'est du matériel qui est destiné à l'hôpital. Vous avez entendu récemment, pour coller à l'actualité, dans le cadre de la pandémie Covid, vous vous souvenez, là, les équipements de protection individuelle, tous ces équipements-là que les médecins qui s'occupent des cas de Covid portent là comme des scaphandriers, etc., comme les gens qui vont sur la Lune, là, des cosmonautes. Mais tout ce matériel-là, que ce soit ça, plus les gants, les gels, etc., les gens qui étaient destinés à l'hôpital, pour que c'était des dons, mais ils se sont retrouvés dans ce marché parallèle. Dans ce marché parallèle, des gens pouvaient s'en procurer à Kirkcaldy. Il y avait même un confrère qui avait dénoncé pour dire qu'il y avait même des fils de ministres, etc., des neveux de ministres, qui s'adonnaient à ce commerce-là, qui commercialisaient ces produits. Mais vous vous rendez compte? Donc là, il y a un problème d'état de droit. Un problème d'état de droit. On ne peut pas continuer à laisser que ces individus comme ça, au cœur de Dakar, exister dans l'impunité la plus totale. Mais c'est extraordinaire. Et là, on ne parle que des médicaments, mais imaginez tout ce qu'on peut trouver là-bas. Hein, tout ce qui est trafic d'armes, toutes sortes de trafics. Hein, trafic de drogue, de produits stupéfiants, etc. Et tout. Il y a tout ça qui tourne autour de ça. Et ça, c'est au cœur de la moi. Vous avez parlé d'impunité, donc selon vous, les trafiquants ou les personnes qui sont dans ce trafic, ils ne sont pas punis assez sévèrement par la justice pour vous? Ou du tout? Mais bien évidemment, Mais vous vous souvenez, il y avait un grand trafiquant là, de faux médicaments qui avait été interpellé, qui avait été placé en détention, je ne me souviens plus, là, il n'y avait pas longtemps, et qui avait bénéficié d'une grâce présidentielle, mais vous vous rendez compte? Ça avait créé un tollé mais extraordinaire. Alors que le trafic de faux médicaments est criminalisé, c'est un crime, c'est pas un délit, c'est un crime. C'est un crime qui est sévèrement puni par le code pénal, etc. Et tout. Quelqu'un comme ça, c'est la même chose de quelqu'un qui commet un meurtre, un assassinat, un homicide. Comment il peut bénéficier d'une grâce présidentielle après, je ne sais pas moi, quelques mois de détention? Donc c'est pour vous dire à quel point ce trafic-là est tellement bien huilé à des niveaux insoupçonnés. Donc il faut une volonté réelle des autorités pour mettre un terme à ça. Parce que c'est de leur ressort. C'est eux qui sont dépositaires de la légitimité, de l'usage de la force légitime et qui ont la prérogative de préserver la santé des populations. La santé des populations. Moi, je suis sûr que cette histoire de vaccination, pour coller à l'actualité, le vaccin anti-Covid, vous avez vu comment le vaccin est distribué actuellement? Mais c'est la porte ouverte à toutes les dérives, à toutes sortes de trafic. Je suis désolé, mais ça et les vaccins n'échappent pas à ça. Hein. Les vaccins n'échappent pas à ça. Imaginez par exemple, au tout début de la vaccination, alors on avait dit qu'on avait créé une plateforme informatique. Donc tout était informatisé. Il fallait aller sur la plateforme, s'inscrire. Vous mettez votre nom, vos coordonnées, vos antécédents, etc. Et tout. Et en fonction de ça, ils avaient des algorithmes pour déterminer qui est prioritaire, qui n'est pas prioritaire. En tout cas, tout. Et donc là, la traçabilité était garantie. Donc, on savait tel vaccin, ça va à tel lieu, etc. Et tout. Donc, on pouvait tracer le circuit des médicaments. Mais là, tout d'un coup, voyant que ce système-là ne marchait pas, il y a des gens qui sont inscrits, qui sont contactés, etc. Et tout. Finalement, ils ont dit, bon, écoutez, maintenant, on dépose les vaccins dans les districts sanitaires, dans les postes de santé, dans les centres de santé, comme ça, à proximité, les gens vont aller directement se vacciner là. Et vous avez vu comment ça se passe au Sénégal? Mais vous vous présentez, moi je vous donne un exemple, moi j'ai un ami, la dernière fois, il se présente au poste de santé de Mermoz, par exemple.
vous vous présentez au poste de santé de Mermoz, et bien voilà, on vous vaccine, et après, il y a un petit carton, vous l'avez tous vu, un petit carton sur lequel on marque votre nom, date de naissance, machin, etc. Et c'est écrit à main levée. À main levée, plus le tampon de la structure, voilà où c'est marqué centre de poste de santé Mermoz. C'est ça qui fait office de certificat de vaccination. Mais vous vous rendez compte, les amis? Mais ça ne fait pas sérieux. Mais vous imaginez, là, on va aller inéluctablement vers le passeport vaccinal. C'est ça qui va être imposé au monde entier. Demain, vous êtes Sénégalais, vous vous êtes fait vacciner comme ça dans ces conditions-là, on vous a remis ce petit papier-là qui laisse la porte ouverte à toutes sortes de trafics qui peut être trafiqué de toutes les façons. Mais vous allez vouloir voyager, vous voulez aller aux États-Unis, venir ici en Europe, mais je suis désolé, mais là, vous n'avez pas embarqué, hein. Vous n'avez pas embarqué. C'est pas ce papier-là qui va faire office. Pendant ce temps, ici en France, aux États-Unis, ailleurs, les gens ont tout informatisé. Ils ont créé des QR codes, hein, et tout est informatisé. Vous pouvez même scanner votre certificat vaccinal avec un code barre, etc. et tout, sur votre portable, etc. et tout. Et ça, pour la fiabilité et la traçabilité. On sait que vous avez reçu telle dose de Pfizer, telle dose de Moderna, etc. et tout. On peut retracer ça. Franchement, mais essayez de vous intéresser à ça. Regardez le certificat vaccinal qu'on délivre à tous ceux qui sont vaccinés au Sénégal. Regardez tous ces gens-là. À commencer, excusez-moi, juste, à commencer par le chef de l'État. Le chef de l'État a été vacciné devant les caméras au Palais de la République. Une fois qu'il a fini sa vaccination, on lui a délivré le même carton. Non, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est ça qu'il a comme certificat vaccinal, le même. À main levée, le chef de l'État. Donc, imaginez ça. Et j'espère que là, ils vont m'écouter, que le message va passer, qu'ils vont essayer de rectifier ça très rapidement. Je ne sais pas comment ils vont y arriver, voilà, pour trouver un système pour informatiser ça, utiliser les données biométriques là, des gens pour que, parce que la vaccination, elle est individuelle et il faut pouvoir montrer patte blanche sous peu pour pouvoir voyager à travers le monde. Hein. Sinon, les problèmes, bonjour les problèmes. Et qu'est-ce qui explique selon vous la méfiance ou bien le refus des gens face au vaccin contre le Covid-19? Alors, ça aussi, c'est un problème de communication. Je pense que tous ceux qui nous suivent depuis le début de cette pandémie, où j'ai essayé, d'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé avec mon cher ami et frère Khalid, que je remercie au passage, hein. Donc, depuis le début de la pandémie, donc, nous avons essayé d'apporter une modeste contribution dans le cadre de la sensibilisation, etc. Et on s'est rendu compte que, comme je l'ai toujours dénoncé depuis le début, c'était un problème de communication. Un problème de communication. Et ce problème de communication, c'est devenu, en fait, finalement, un péché originel qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça a commencé depuis le début, le port du masque, les mesures barrières, etc. et tout. Hein. Ensuite, ça nous poursuit là jusqu'au niveau de la vaccination. C'est ça le problème. Alors, la communication de crise a ses règles. Il ne faut pas transgresser. Je donne un exemple. Le médicament qui donne le plus, le vaccin qui donne le plus de suspicion actuellement, c'est le vaccin de AstraZeneca. Bon, que ce soit, c'est pas une spécificité en Afrique ni au Sénégal, hein, on vit la même chose en Europe, etc. Et c'est pour ça, aussi bien le laboratoire que les instances médicales sont tous responsables. J'ai tendance à dire que tout le monde est responsable. Bon. Parce que vous allez demander à tous ceux qui se méfient de ce vaccin-là. Il n'y en a pas une seule personne qui va vous citer comme cause un problème d'efficacité. Personne ne va vous dire « Ah non, moi je ne vais pas prendre ce vaccin parce que son efficacité est douteuse, etc. » Non! Vous savez ce qu'on va vous soulever? Un problème d'effet secondaire. C'est-à-dire que ce vaccin a été accusé de causer des thromboses, c'est-à-dire la formation de caillots sanguins dans le vaisseau. Donc, effet secondaire, mais pas d'efficacité. Donc, le problème de l'efficacité ne se pose pas. Alors, maintenant, pour régler ce problème de méfiance vis-à-vis des effets secondaires, c'est un problème de communication. Il suffira de dire aux gens, bon, écoutez, d'accord, très bien, bon, le vaccin AstraZeneca cause des caillots dans le sang. Très bien. L'incidence, le nombre de caillots que ça cause sur, par exemple, 1 million de personnes, c'est tant. Mais après, il faut expliquer aux gens, vous savez, les jeunes filles prennent, les femmes, en tout cas, de façon générale, prennent des pilules contraceptives.
des pilules pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que vous savez que parmi ces pilules, les pilules que vous prenez pour ne pas tomber enceinte, parmi leurs effets secondaires, justement, il y a cette formation de caillots dans le sang. Et quand vous prenez une pilule, le risque de faire une thrombose par rapport au vaccin AstraZeneca est 100 à 1000 fois plus important. Est-ce que vous savez ça? Ça, on ne l'a pas expliqué aux gens. Donc, c'est-à-dire que ce que l'on redoute avec le vaccin AstraZeneca, mais tous les jours, on prend 100 à 1000 fois plus de risques avec la pilule qu'on prend. Est-ce que, malgré quand même cette incidence 100 fois plus élevée avec la pilule, est-ce que les gens ont arrêté de prendre la pilule? Ils continuent de prendre la pilule. Donc, il suffit de leur expliquer que vous êtes en train de prendre quelque chose qui est encore, en termes de danger, s'il y avait ce danger-là, si vous fixez sur ce danger-là, qui est 100 fois plus dangereux. Donc, il faut le plus, il faut le moins. Donc, c'est un problème de communication. C'est ça qui explique un peu cette méfiance. Et le problème de communication que j'ai relevé au Sénégal, c'est pas de source sûre. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont été vaccinés une fois, et puis voilà, ils pensent que c'est fini. Mais personne ne les rappelle pour leur dire que non, c'est une deuxième, il y a une deuxième dose qu'il faut prendre dans tel délai, etc. Ils ne sont pas convoqués, ils ne savent même pas. Ils savent même pas. Les gens ne sont même pas informés. Tu te présentes dans un centre de santé, on prend, on te pique, et puis on note sur le bout de papier, on te donne. Ça va. Alors, les doses qui sont là-bas, il faut voir. C'est pour ça que je faisais allusion tout à l'heure au trafic. Cette façon de faire là, on vient à Mermoz, on dépose au centre de santé là, on va à Yembol, on dépose, on va au centre de santé de Bunkiling là-bas, on dépose, etc. Et tout. Mais ça, c'est la porte ouverte à toute sorte de trafic. Toutes sortes de trafic. Et donc, connaissant tout ce qui tourne autour de cette campagne vaccinale, voilà quoi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour la disponibilité aussi. Et aux éclaircissements que vous avez apportés par rapport à ce thème, nous vous en remercions beaucoup. C'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité encore une fois de parler d'un sujet très très important et éminemment important, malheureusement qui n'est pas très bien compris du grand public. Et je pense que là, ça fait partie des actions de sensibilisation et qu'il faut continuer à sensibiliser les populations sur les dangers que constituent ces médicaments. Et donc, ça m'a donné aussi l'occasion de revenir aussi à des news internationales de mon ami et frère Ali, et c'est toujours un plaisir pour moi. En tout cas, je reste à votre disposition et je répondrai toujours présent lorsqu'il y a besoin de la santé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir.